Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un doux tintement, révélant un penthouse baigné de soleil, qui sentait légèrement l'expresso et les vieux souvenirs. Émilie entra, ses talons claquant sur le sol en marbre. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage restait impassible. À côté d'elle, un petit garçon aux cheveux blonds lui serrait la main, les yeux écarquillés et silencieux. Nathaniel Whitmore leva les yeux de derrière son élégant bureau en verre. Son visage autrefois jeune était devenu plus dur, plus fatigué. Il cligna des yeux, comme s'il n'était pas sûr que ce qu'il voyait était réel. « Émilie » demanda-t-il dans un murmure. Elle acquiesça lentement. « Salut, Nate !» Son regard se posa sur l'enfant. « Qui est-ce » Émilie inspira brusquement. « C'est Jacob !» Nathaniel ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son regard se fixa sur le garçon, qui pencha la tête, imitant l'expression de l'homme, sans même s'en rendre compte. La voix d'Émilie rompit le silence. « C'est ton fils !» Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Les papiers glissèrent des mains de Nathaniel. Il retint son souffle. Mais avant qu'il ne puisse parler, Émilie s'avança. « Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis ici, » dit-elle d'une voix calme, lourde de non-dit. « Il y a autre chose que tu dois savoir. Et cela commence bien avant la naissance de Jacob. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ici, nous racontons des histoires que vous ne trouverez nulle part ailleurs, brutes, réelles et inoubliables. Ne manquez pas la suite. Rejoignez des milliers de personnes qui croient que chaque choix a une histoire, et que chaque histoire mérite d'être entendue. » Emily Carter avait appris à disparaître à la vue de tous. Dans les rues bondées de Baltimore, elle se fondait dans le bruit, le mouvement, le quotidien des gens qui essayaient simplement de survivre. Elle vivait dans un appartement d'une chambre avec sa grand-mère, Maggie, qui l'avait élevée après que sa mère avait disparu une nuit sans jamais revenir. Son père n'était qu'un nom sur un certificat de naissance, rien de plus. À 26 ans, Émilie travaillait 2 fois plus pour s'en sortir. Elle était gentille, attentive et épuisée. Chaque soir, elle rentrait chez elle, les pieds endoloris, un sac de courses qu'elle pouvait à peine se permettre. Ses rêves, autrefois brillants et audacieux, n'étaient plus que des murmures qu'elle n'osait plus prononcer à voix haute. Ce qu'elle voulait était simple. Une chance d'étudier la psychologie, d'aider des personnes comme sa grand-mère qui avait lutté contre la dépression toute sa vie. Mais les rêves coûtent du temps. Et le temps était un luxe qu'elle n'avait pas. Pourtant, elle souriait. Pour Maggie, toujours pour Maggie, le rire de la vieille femme, ses mains chaudes, ses histoires nocturnes tirées d'une vie à moitié vécue, étaient le seul trésor d'Émilie. Un après-midi pluvieux. Alors qu'elle pliait du linge dans la salle commune de la maison de retraite, un homme en costume gris impeccable s'approcha d'elle. Il parlait avec précision, comme quelqu'un habitué à être obéi. « Êtes-vous Emily Carter ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, hésitante. « Je représente Monsieur Nathaniel Whitmore. Il a une proposition à vous faire. Un contrat, une rémunération élevée, aucune exigence physique, juste votre présence, de la discrétion. Et votre signature. » Émilie rit d'abord. Elle pensa qu'il s'agissait d'une arnaque, mais il lui tendit une carte de visite épaisse, gaufrée, coûteuse, tout ce qu'elle n'était pas. Plus tard dans la nuit, elle s'assit sur le bord du lit de Maggie, la carte dans la main, les possibilités tourbillonnant dans son esprit. 10 000 $ par mois, assez pour payer les médicaments de Maggie, assez pour peut-être retourner à l'école. « Je sais à quoi tu penses », dit Maggie, sentant la tempête derrière le silence d'Émilie. Parfois, les décisions les plus difficiles sont dissimulées sous ce qui ressemble à un salut. Émilie ne dormit pas cette nuit-là. Au matin, elle avait pris une décision. Elle allait rencontrer M. Whitmore. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que, pour une fois, elle avait besoin que la vie lui offre quelque chose de plus que la simple survie. La première fois qu'Émilie vit Nathaniel Whitmore en personne, elle eut l'impression d'entrer dans une autre dimension. Son penthouse surplombait le port, ses baies vitrées encadrant la ville comme s'il en était le maître. Il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, le dos raide, comme un homme qui avait tout, mais ne faisait confiance à personne. « Émilie !» dit-il en se tournant vers elle. Sa voix était douce, mesurée. « Merci d'être venue. »
Elle acquiesça, ne sachant pas trop si elle devait sourire ou non. L'accord était rédigé avec une précision clinique, assister à des événements, feindre l'affection, aucune intimité attendue, aucune question autorisée. En échange, une voiture privée, une allocation mensuelle et un endroit où vivre. Une nouvelle garde-robe l'attendait déjà dans une chambre d'amis. Émilie signa le contrat avec des doigts tremblants. Au début, c'était surréaliste. Ses vêtements d'occasion avaient été remplacés par des robes de créateurs. Ses soirées tranquilles passées à plier le linge avaient été remplacées par des dîners de gala caritatifs. Nathaniel lui avait appris à se tenir, à parler et même à quoi rire. Chaque détail avait été soigneusement étudié. Chaque instant semblait avoir été répété. Mais Émilie jouait bien son rôle. Elle souriait quand il le fallait, acquiesçait au bon moment et faisait passer Nathaniel pour un homme amoureux plutôt que pour un milliardaire solitaire. Elle voyait le regard des investisseurs s'adoucir lorsqu'ils les regardaient ensemble. Elle était son illusion de chaleur. Pourtant, elle espérait silencieusement, naïvement, qu'au fond de ses yeux méfiants, il y avait un homme qui pourrait un jour la voir comme plus qu'un arrangement. Un soir, alors qu'il quittait un gala en tenue de soirée, Émilie se tourna vers lui dans la voiture. « Tu étais différent ce soir, dit-elle doucement, plus léger. » Il ne la regarda pas, il garda les yeux fixés sur la route. « Je suis doué pour faire semblant, » répondit-il simplement. Elle regarda par la fenêtre, le cœur serré, mais elle ne pouvait nier ces petits moments. La façon dont sa main s'attardait sur son dos, la douceur de sa voix lorsqu'elle riait. Cela ne faisait pas partie du contrat. Puis, un matin, elle se réveilla et trouva un mot sur le comptoir de la cuisine. Réunion du conseil d'administration. Tu seras mentionné lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs aujourd'hui. Joue ton rôle. Il n'était pas signé, pas même un merci, juste un rappel. Émilie la fixa longuement. L'argent payait les factures. La santé de sa grand-mère s'améliorait. Elle s'était même inscrite à des cours en ligne, ce qu'elle n'aurait jamais cru possible. En apparence, sa vie était meilleure que jamais. Mais au fond d'elle-même, elle commençait à avoir l'impression de se perdre dans le scénario de quelqu'un d'autre, et elle ne savait pas combien de temps elle pourrait continuer à jouer le jeu. 3 mois après le début du contrat, Émilie connaissait tous les recoins de la vie de Nathaniel, mais lui ne savait toujours presque rien de la sienne. Elle avait mémorisé son vin préféré, l'horaire de ses réunions du conseil d'administration, la façon dont il ajustait ses boutons de manchette lorsqu'il était anxieux. Mais Nathaniel ne lui avait jamais demandé comment elle allait. Il ne lui avait jamais posé de questions sur Maggie, il ne lui avait jamais demandé quoi que ce soit qui ne soit pas stipulé dans le contrat. Pourtant, il y avait des signes qui laissaient entrevoir quelque chose de réel, un regard discret à travers une pièce bondée, un rire partagé à l'arrière de la limousine. Un soir, il lui avait même demandé si elle aimait le piano et avait joué un morceau doux sur le piano à queue pendant qu'elle écoutait depuis le couloir. Ces moments étaient devenus son espoir. Elle avait commencé à s'habiller avec plus de soin, non pas pour les événements, mais pour lui. Son sourire n'était plus forcé. Elle avait commencé à imaginer un avenir qui ne se résumait pas à une simple transaction. Peut-être, juste peut-être, cela pourrait-il évoluer vers quelque chose de plus. Mais vint ensuite la soirée de collecte de fonds. La salle de bal scintillait de lustre et de champagne. Nathaniel se tenait à ses côtés dans un costume bleu marine sur mesure, charmant les donateurs et les PDG. Émilie était fière d'être à ses côtés, jusqu'à ce qu'elle entende son nom. Elle s'était éloignée vers le bar, cherchant un moment pour respirer, lorsque 2 hommes, des cadres de la société de Nathaniel, passèrent en riant. « Elle est jolie. Je lui accorde ça, » dit l'un d'eux. « Mais 10 000 $ par mois pour une potiche ? Whitmore est vraiment en train de se planter. » Émilie se figea. L'autre répondit « Tu plaisantes, c'est génial, elle l'humanise, elle le fait moins passer pour un robot, tout le monde y gagne. » Leurs rires se perdirent dans la foule, mais les mots restèrent accrochés à elle comme de la fumée. Elle retourna lentement à la table, essayant de calmer sa respiration. Nathaniel leva les yeux, inconscient de son agitation. « Ça va ?» Émilie acquiesça. « J'avais juste besoin d'air. Cette nuit-là,
Elle resta éveillée dans la chambre d'amis. Les lumières de la ville filtraient à travers les rideaux, dansant sur le plafond comme des fantômes. Elle comprit alors. Peu importait ce qu'elle donnait, ses performances, la sincérité de ses sentiments. Pour tous les autres, y compris lui, elle n'était qu'une illusion payée. Le lendemain matin, Nathaniel lui tendit une enveloppe contenant son paiement mensuel. Sans la regarder, sans un mot. Émilie fixa l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Elle avait vendu son temps, sa présence, même ses émotions. Et en échange, elle était invisible. Pour la première fois, elle se demanda, valait-il la peine de survivre en devenant quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus? Émilie cessa de sourire. Au début, c'était subtil. Un rictus plus lent. Une pause plus longue avant de répondre à une question. Mais bientôt, le silence entre elle et Nathaniel devint plus assourdissant que toutes les conversations qu'ils avaient jamais eues. Elle ne se souciait plus des robes. Elle ne regardait plus le panorama urbain avec admiration. Le penthouse, autrefois fascinant, lui semblait désormais une cage dorée. Nathaniel ne le remarqua pas. Ou peut-être choisit-il de ne pas le remarquer. Son monde tournait avec précision. Réunions matinales, appels téléphoniques incessants, routine stricte. Émilie était devenue une partie intégrante de ce rythme, prévisible, silencieuse, fonctionnelle. Mais à l'intérieur, elle se désagrégeait. La santé de Maggie avait recommencé à décliner. Émilie appelait tous les soirs, la voix enjouée pour le bien de sa grand-mère, mais l'inquiétude la tordait de l'intérieur. Certaines nuits, elle suppliait Nathaniel de lui accorder quelques jours de congé pour lui rendre visite. Mais il avait toujours une raison de la garder près de lui. « Il y a un dîner mardi, » disait-il, « une interview jeudi. J'ai besoin de toi ici. » Elle acquiesçait, à chaque fois. Mais cela la rongeait. Le coup de grâce est arrivé un mercredi matin. L'infirmière de Maggie a appelé alors qu'Émilie enfilait ses boucles d'oreilles pour un petit déjeuner de networking. Sa grand-mère s'était effondrée. Il l'emmenait d'urgence à l'hôpital. Émilie n'a même pas pris le temps d'enlever ses talons. Elle a fait irruption dans le bureau de Nathaniel, la voix tremblante. « Ma grand-mère est aux urgences », a-t-elle dit. « Je dois y aller. » Il n'a pas levé les yeux de sa tablette. « Émilie, nous avons une réunion dans 40 minutes. » Je me fiche de la réunion. Nathaniel a enfin croisé son regard. Son expression était indéchiffrable. « Tu as signé un contrat. » Ces mots résonnèrent comme une gifle. Émilie partit sans un mot. Elle prit un taxi pour l'hôpital, toujours vêtue d'un chemisier en soie et de boucles d'oreilles en perles qui ne lui appartenaient pas. Maggie ne se réveilla jamais. Elle avait été victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Lorsqu'Émilie arriva, les machines faisaient déjà tout le travail. Elle tenait la main de sa grand-mère et lui murmurait des excuses entre deux sanglots. « J'aurais dû être là, j'aurais dû venir plus tôt », répétait-elle comme une prière. Cette nuit-là, Émilie resta seule dans le hall de l'hôpital jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Elle ne retourna pas à l'appartement terrasse. Elle ne répondit pas aux SMS de Nathaniel. Elle ne pleurait même plus. Elle était trop vide pour cela. Une semaine passa, puis 2. Elle retourna une dernière fois à l'appartement pendant que Nathaniel était en voyage d'affaires. L'endroit était impeccable, intact, comme si son absence n'avait pas d'importance. Ses robes étaient toujours suspendues dans le placard. Son nom figurait toujours sur la liste des invités pour le gala de charité de la semaine suivante, mais elle en avait assez de faire semblant. Elle fit une valise, laissa les clés sur le comptoir en marbre. Pas de mots, pas d'au revoir. Émilie emménagea chez sa cousine Rachel, enseignante dans une petite ville tranquille du nord de l'État. Rachel l'accueillit à bras ouverts et lui offrit un canapé où dormir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était réel. Pendant des semaines, Émilie ne dit presque pas un mot. Elle passait ses journées dans un état second, hanté par la culpabilité, la colère et le chagrin. Elle avait tout donné à une vie qui ne l'avait jamais vraiment vue, et elle avait perdu la seule personne qui l'avait vue telle qu'elle était. Un soir, recroquevillée sur le canapé, elle murmura à Rachel « J'ai l'impression de ne pas exister ». Rachel lui toucha doucement la main. « Alors peut-être est-il temps de découvrir qui tu es vraiment, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour toi. » Ces mots n'ont pas tout arrangé, mais ils sont restés.
Et dans le silence qui suivit, quelque chose commença à bouger en Émilie. Pas de l'espoir, pas encore, mais quelque chose de plus profond. La décision silencieuse de reconstruire. Si une partie de cette histoire vous semble familière, prenez un moment. Aimez la vidéo si elle vous a ému et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte ici. Vous n'êtes pas seul. Et parfois, le simple fait de le savoir peut tout changer. Gardons cette conversation authentique, brute et pleine de cœur. Tout a commencé avec une boîte de lettres. Rachel les avait trouvées dans la valise d'Émilie en rangeant le placard. De vieilles enveloppes usées, attachées avec un morceau de ruban bleu. Elles venaient de Maggie. Des notes qu'elle avait écrites à Émilie tout au long de son enfance, des messages d'anniversaire, des encouragements pour ses examens scolaires, des souvenirs aléatoires d'elles deux en train de faire des biscuits les après-midi pluvieux. Une nuit, incapable de dormir, Émilie en ouvrit une au hasard. Si jamais la vie te donne l'impression d'être invisible, souviens-toi de ceci. Je te vois, je t'ai toujours vu. Émilie fixa ces mots, jusqu'à ce que ses yeux se remplissent de larmes. Pendant des semaines, elle s'était sentie comme un fantôme, errant, légère, invisible. Mais Maggie l'avait vue, toujours. Le lendemain matin, elle fit une longue promenade dans les rues tranquilles du quartier de Rachel. Des enfants jouaient dans les jardins. Les voisins lui faisaient signe depuis leur porche. Pas de voiture de luxe, pas de vêtements de marque, juste des gens qui vivaient. Elle passa devant un centre communautaire avec une pancarte peinte à la main. Soutien psychologique gratuit. Bénévole bienvenue. Quelque chose l'attira. Elle entra sans rien attendre. Une femme l'accueillit chaleureusement, lui offrit un café et lui demanda si elle était venue pour demander de l'aide ou pour aider. Émilie hésita. Puis elle répondit « Peut-être les deux ». Au cours des semaines suivantes, Émilie revint régulièrement. Au début, elle se contentait d'écouter. Des mères célibataires, des anciens combattants, des personnes en proie à l'anxiété et au chagrin. Elle se reconnaissait dans leurs yeux. Pas l'Émilie de l'appartement terrasse, mais celle qui s'asseyait autrefois au chevet de sa grand-mère et rêvait d'étudier la psychologie. Elle commença à faire du bénévolat. Elle rangeait des papiers, installait des chaises. Mais cela lui donnait un but, quelque chose de solide à quoi se raccrocher, quelque chose qui ne nécessitait pas de faire semblant. Le soir, elle étudiait tranquillement dans un coin du salon de Rachel. Elle s'inscrivit à un programme de psychologie en ligne, utilisant le peu d'argent qui lui restait. Pour la première fois, elle ne poursuivait pas l'idée que quelqu'un d'autre se faisait du succès. Elle faisait un choix pour elle-même. Puis vinrent les nausées matinales. Elles survinrent sans prévenir, d'abord au petit matin, puis pendant un atelier qu'elle aidait à animer. Rachel devina avant qu'Émilie n'ait dit un mot. Émilie était assise à la table de la cuisine, tenant un test de grossesse positif, les mains tremblantes. « C'est celui de Nathaniel », dit-elle doucement. L'expression de Rachel ne changea pas. Elle se contenta d'acquiescer. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Émilie baissa les yeux vers le test. Pour la première fois depuis longtemps, sa voix ne tremblait pas. « Je vais l'aimer, et je vais l'élever en lui apprenant qu'il n'a jamais été un contrat. Il était un choix. » Ce soir-là, elle écrivit dans son journal pour la première fois depuis des années. « Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je ne suis plus perdue. Je suis en train de devenir. » Le monde d'Émilie ne tournait plus autour des pantous et des contrats. Il tournait autour des tétées matinales, des nuits blanches et du rythme tranquille de l'apprentissage de la maternité. Jacob est né au début du printemps, un mercredi matin pluvieux. Émilie le serra contre sa poitrine et pleura plus fort qu'elle n'avait jamais pleuré auparavant. Des larmes qui exprimaient le chagrin, le soulagement et quelque chose d'autre qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sens à sa vie. Elle l'a appelé Jacob Carter, choisissant de ne pas inclure Whitmore sur l'acte de naissance. Non par méchanceté, mais parce que ce petit garçon, avec ses yeux brillants et curieux, n'appartenait pas à ce monde. Il appartenait au sien. Rachel l'a aidé autant qu'elle le pouvait. Elle gardait Jacob pendant qu'Émilie suivait des cours en ligne, préparait les repas, lui rappelait de respirer. Et petit à petit,
La vie a commencé à prendre forme. Émilie travaillait à temps partiel dans une librairie locale, un endroit calme qui l'accueillait sans jugement et lui permettait d'amener Jacob les après-midi calmes. Les clients souriaient au bébé dans l'écharpe contre sa poitrine, et pour la première fois, elle se sentait visible pour quelque chose de vrai, non pas pour le rôle qu'elle jouait, mais pour qui elle était. Le soir, après avoir couché Jacob, elle étudiait. Les nuits étaient difficiles, surtout lorsque ses yeux étaient fatigués, et que le doute s'insinuait comme un vieil ennemi. Mais chaque fois qu'elle songeait à abandonner, elle se souvenait des lettres de Maggie et des battements du cœur de Jacob. Elle n'avait plus besoin de la validation des autres. Son estime d'elle-même n'était plus liée à ses robes, à ses dîners ou à la façon dont elle se comportait dans la vie des autres. Elle se trouvait dans les petites choses. Le sourire de Jacob lorsqu'elle entrait dans la pièce, la satisfaction d'avoir réussi un quiz, le mot laissé par une cliente de la librairie qui disait « Merci pour votre gentillesse ». Un après-midi, alors qu'elle réorganisait les étagères au travail, Émilie entendit une femme pleurer doucement dans un coin. Une mère qui venait de perdre son emploi et ne savait pas comment nourrir ses enfants. Émilie s'assit à côté d'elle, sans rien lui offrir d'autre que sa présence et un « je suis passé par là » murmuré. Ce moment resta gravé dans sa mémoire. Elle a compris que la guérison ne venait pas du fait d'être sauvée, mais du fait d'être vue. Et elle a voulu passer le reste de sa vie à aider les autres à ressentir cela. Émilie n'était pas riche, elle n'était pas puissante, mais elle avait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, une idée claire de qui elle était. Et cela, plus que tout, était son point de départ. Les années ont passé tranquillement, mais non sans difficulté. Émilie conciliait sa vie de mère, son travail et ses études de psychologie avec la grâce de quelqu'un qui avait appris à porter son fardeau en silence. Il y avait des nuits où Jacob ne dormait pas, des nuits où les factures semblaient plus lourdes que l'espoir, et des jours où elle remettait tout en question. Mais même dans ces moments les plus difficiles, elle n'a jamais envisagé de revenir en arrière, ni à l'appartement terrasse, ni au contrat, ni à la fille qui suppliait autrefois qu'on la voie. Pourtant, le passé avait tendance à refaire surface. Un soir, alors qu'elle parcourait les actualités sur son téléphone après avoir couché Jacob, un nom familier apparut, Nathaniel Whitmore, empire financier sous enquête. Elle se figea. L'article détaillait un scandale financier, des poursuites judiciaires, des démissions. Nathaniel, autrefois intouchable, tombait du monde qu'il avait construit. Émilie fixa sa photo. Son visage était le même, mâchoire anguleuse, regard froid, mais quelque chose en lui semblait vide, comme si l'homme qui contrôlait autrefois tout avait finalement perdu le contrôle. Elle posa son téléphone, le cœur battant, pas par pitié, mais à cause de quelque chose de plus profond, un conflit, une conclusion, et une douleur qu'elle ne pouvait nommer. 1 heure plus tard, Rachel la trouva toujours assise à la table de la cuisine. « Tu penses aller le voir ?» dit-elle. « Je ne sais pas pourquoi, » admit Émilie. « Ça fait des années. Il ne sait même pas que Jacob existe. » Rachel s'assit à côté d'elle. « Alors peut-être qu'il est temps qu'il le sache. » Émilie ne dormit pas cette nuit-là. Elle repassa tout dans sa tête, le contrat, le silence, les adieux sans un mot. Mais elle se souvenait aussi des petits moments. La façon dont Nathaniel l'avait écouté fredonner sans rien dire, ou comment sa main tremblait légèrement quand il pensait que personne ne le remarquait. Elle ne retournait pas là-bas pour se venger, ni pour tourner la page. Elle ne retournait pas là-bas pour rouvrir de vieilles blessures. Elle y retournait parce que Jacob méritait de connaître la vérité et parce qu'elle n'était plus la femme qui était partie en silence. Elle avait trouvé sa voie. 1 semaine plus tard, Émilie s'habilla simplement comme elle le faisait toujours désormais. Un jean propre, un pull doux, les cheveux tirés en arrière. Jacob portait ses baskets préférées et tenait un dessin qu'il avait fait, une famille, se tenant la main sous un soleil avec un grand sourire jaune. Ils montèrent dans un train pour la ville. Jacob rit pendant tout le trajet, inconscient de la tempête qui se cachait derrière le calme de sa mère. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit sur le penthouse de Nathaniel, le cœur d'Émilie battait à tout rompre. Mais elle n'hésita pas. Elle n'était pas là pour supplier, elle n'était pas là pour accuser.
Elle était là pour dire la vérité et pour voir ce qui restait de l'autre côté. Nathaniel ouvrit la porte lentement, comme s'il s'attendait à voir un fantôme. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Émilie se tenait dans le couloir, l'air calme mais impénétrable. Jacob se cachait derrière ses jambes, jetant des coups d'œil curieux. Pendant un instant, Nathaniel resta sans voix. Son esprit s'empressait de comprendre l'image qui se présentait à lui. Cette femme qu'il n'avait pas vue depuis des années, et ce garçon qui lui ressemblait beaucoup trop pour que ce soit une coïncidence. « Émilie », dit-il doucement, presque incrédule. « Salut Nate ». Il s'écarta sans un mot. Le Pentouse était identique, élégant, minimaliste, froid. Émilie entra lentement, Jacob accroché à sa main. Nathaniel reporta son regard sur l'enfant. « Qui est-il » Elle s'accroupit à côté de Jacob. « C'est Jacob » dit-elle doucement, puis elle leva les yeux. « C'est ton fils. » Le silence envahit la pièce comme un brouillard. Nathaniel fixa le garçon, les yeux rivés sur la même nuance de brun qu'il voyait chaque matin dans le miroir. « Je ne suis pas venu pour l'argent », ajouta Émilie, brisant la tension. « Je ne veux rien de toi. Je pensais juste que tu devais connaître la vérité, et il mérite de savoir d'où il vient. » Nathaniel passa une main sur son visage, perdant son sang-froid. « Pourquoi maintenant ?» La voix d'Émilie était ferme. « Parce que je n'ai plus peur de toi. » Cela le frappa plus fort que tout. Nathaniel s'assit sur le bord d'un fauteuil en cuir, visiblement secoué. « Je ne savais pas. Je ne pensais pas que tu reviendrais un jour. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi j'étais parti. Je pensais que tu avais fini de jouer ton rôle. » Émilie le regarda avec une tristesse qui n'avait pas besoin de mots. « Je n'ai jamais joué la comédie. Pas comme tu le pensais. » Nathaniel baissa à nouveau les yeux vers Jacob. Le garçon était maintenant assis par terre, dessinant tranquillement au dos d'une enveloppe trouvée sur la table basse. Ses petits doigts serrèrent le stylo, comme Nathaniel le faisait quand il était plongé dans ses pensées. Il s'éclaircit la gorge. « Je peux lui parler ?» Émilie acquiesça. « Il est timide, mais il est gentil et intelligent. » Nathaniel s'agenouilla à côté de son fils. « Bonjour, Jacob. » Le garçon leva les yeux. « Bonjour. Que dessines-tu » ? « Une maison, » répondit-il. « Il y a 3 personnes, l'une est moi, l'autre est maman, et je pense que celle-là c'est peut-être toi. » Nathaniel retint son souffle. Il cligna des yeux. « J'aimerais beaucoup. » Émilie observait depuis le canapé, le cœur partagé entre la peur et quelque chose de plus doux. Elle ne savait pas à quoi s'attendre en venant ici. Mais ça, cette douceur chez un homme qu'elle n'avait connu que comme un roc, cela la surprit. Au fil des heures, ils parlèrent des années perdues, de Maggie, des premiers pas de Jacob et de ses livres préférés. Nathaniel admit qu'il avait vu les articles. Il avait lu que les gens chuchotaient dans son dos, que les investisseurs se détournaient de lui. Il perdait plus que son entreprise, il perdait l'armure qui l'avait protégé toute sa vie. « Je ne savais pas comment me rapprocher des gens », avouait-il. « Je pensais que le contrôle était une sécurité. » Émilie le regarda dans les yeux. « Et maintenant, je vois ce que j'ai manqué. » Il fouilla dans un tiroir et en sortit un petit objet, un morceau de papier plié. « Je n'ai jamais dit ça à personne, dit-il. Mais le lendemain de ton départ, j'ai commencé à écrire une lettre. Je ne l'ai jamais terminée. » Il la lui tendit. Émilie la déplia lentement. Elle était courte, quelques mots épars. « Je suis désolé. Je ne sais pas quoi ressentir. Tu me manques. Ta présence me manque. Je ne pensais pas que ça aurait autant d'importance. » Elle la replia, les mains tremblantes. « Tu comptais pour moi, » dit-il doucement. « Je ne savais juste pas comment le dire à l'époque. » Émilie sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas du pardon, du moins pas encore, mais une possibilité. « Je ne sais pas ce que cela signifie, » dit-elle honnêtement. « Mais je ne suis pas ici pour réécrire le passé. » Il acquiesça. « Peut-être pouvons-nous écrire quelque chose de nouveau. » Jacob courut vers eux, tenant sa photo. « Regardez, nous sommes tous dessus maintenant. » Émilie sourit. Et pour la première fois depuis des années, Nathaniel sourit aussi, pas par jeu, mais par sincérité. Quelques semaines plus tard, Émilie se tenait à la fenêtre de son petit appartement, regardant Jacob courir après des bulles dans le jardin,
tandis que Nathaniel était assis en tailleur sur l'herbe, laissant le garçon recouvrir son pantalon de costume de savon et de rire. Cela semblait encore irréel, le chemin parcouru depuis les pentous froids et les silences solitaires. Mais il ne s'agissait pas seulement de réconciliation, il s'agissait de croissance, il s'agissait de vérité. Elle repensait souvent au contrat, à la façon dont il réduisait quelque chose d'aussi complexe que les relations humaines à une liste de points et de signatures. À l'époque, elle croyait que l'amour s'obtenait en se rendant utile, en étant performant. Aujourd'hui, elle comprenait quelque chose de bien plus profond. L'amour ne s'obtient pas, il s'offre, il se choisit, encore et encore. Nathaniel avait changé, pas du jour au lendemain, pas de manière spectaculaire ou romantique, mais lentement. Il écoutait désormais, il était présent, il avait appris à accepter le malaise au lieu de se cacher derrière le contrôle. Et Émilie avait changé aussi. Elle ne cherchait plus à obtenir la permission d'être digne. Elle ne mesurait plus sa valeur à travers le regard des autres. Ils n'étaient pas une famille parfaite, mais ils étaient authentiques. Ce qui avait commencé comme une transaction les avait obligés tous les deux à affronter qui ils étaient vraiment et qui ils voulaient devenir. Et c'était l'héritage qu'Émilie espérait que Jacob recevrait, que son histoire commence par la vérité, mais qu'elle soit toujours guidée par ses choix. 2 ans plus tard, Émilie était assise dans un petit cercle de chaises pliantes à l'intérieur du centre communautaire où elle avait autrefois trouvé refuge. Mais cette fois, elle ne cherchait pas d'aide, elle animait un groupe. Autour d'elle étaient assises des femmes de tous âges. Certaines fuyaient la manipulation, d'autres pleuraient l'identité qu'elles avaient perdue dans des relations qui les avaient réduites au silence. Émilie écoutait, acquiesçait, et quand le moment était venu, elle parlait. Non pas en tant qu'experte, mais en tant que personne qui avait vécu cela. Avant, je croyais que si j'étais assez discrète, assez effacée, assez agréable, quelqu'un finirait par me choisir, dit-elle doucement. Mais en réalité, c'est moi qui devais d'abord me choisir. Après la séance, elle est restée pour ranger les chaises. Jacob courait dans la pièce vide, son sac à dos rebondissant à chaque pas. Nathaniel est arrivé quelques minutes plus tard pour le chercher, s'arrêtant à la porte, regardant Émilie avec une admiration silencieuse. Leur relation n'était plus définie par des titres. Ils élevaient leur fils ensemble, se soutenaient mutuellement et respectaient les limites qu'Émilie avait appris à protéger. Parfois, ils dînaient en famille, parfois non, mais c'était toujours honnête, toujours authentique. Émilie avait obtenu son diplôme en psychologie et travaillait désormais à temps partiel comme conseillère auprès de jeunes femmes en crise. Sa voix avait trouvé un sens et était plus forte que jamais. Elle pensait souvent à Maggie, espérant qu'elle serait fière, non seulement de ses accomplissements, mais aussi de la force qu'il lui avait fallu pour partir, revenir et guérir sans se perdre. Jacob s'épanouissait. Il savait qu'il était aimé. Il savait d'où il venait. Mais surtout, il savait qui était sa mère, pas quelqu'un qui avait été sauvé, mais quelqu'un qui s'était sauvé elle-même. Et cela, c'était l'héritage le plus puissant qui soit. Avez-vous déjà pris une décision qui a tout changé? L'histoire d'Émilie a commencé par un contrat, mais ce qui a vraiment défini son parcours, c'est le courage de tourner le dos à celle qu'elle était et de devenir celle qu'elle était destinée à être. Elle n'a pas été sauvée par l'amour, elle a été sauvée par la vérité, par l'estime de soi, par la décision de ne plus accepter moins que ce qu'elle méritait. Et peut-être vous êtes-vous déjà senti comme elle, ignoré, sous-estimé, survivant au lieu de vivre. Peut-être avez-vous déjà été dans une situation où le silence vous semblait plus sûr que de dire la vérité. Mais rappelez-vous ceci, la guérison ne se fait pas d'un seul coup, elle se fait par étapes, par des choix, en vous affirmant même lorsque votre voix tremble. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Quelle partie du parcours d'Émilie vous a le plus touché? Avez-vous déjà vécu un moment où choisir de vous affirmer vous a semblé être la chose la plus difficile, mais aussi la plus importante que vous pouviez faire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Créons un espace où les histoires vraies, la douleur réelle et la transformation authentique peuvent être entendues. Si cette histoire vous a touché,
N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car chaque choix a son importance. Et parfois, choisir de s'aimer soi-même est le choix le plus important de tous.